Une petite vidéo rapide avant d'aller au travail. Je voulais juste rebondir sur ce qui se passe actuellement en Syrie avec la fin du régime de Bachar al-Assad. Et l'idée, c'est pas de faire une analyse géopolitique de cette situation, parce que je trouve que c'est quelque chose de tellement compliqué qu'on n'est pas forcément capable de faire quelque chose de sérieux. D'ailleurs, en fait, la plupart des analystes, encore une fois, se sont plantés et ils ont été incapables de prédire ce qui allait se passer. Alors tout le monde savait que ce régime était, on va dire, tenait sur le fil du rasoir. Quand j'étais au Qatar, je travaillais avec un ami syrien et il me disait, ben voilà, en fait, il n'y a même pas d'électricité. Parce que le générateur de ma ville, en fait, c'est une entreprise allemande. Et à cause de l'embargo, cette entreprise allemande, il n'y a pas de pièces détachées. Et du coup, il n'y a pas d'électricité dans la ville, sinon 2 heures par jour. Il m'expliquait à quel point c'était difficile. Donc, j'avais bien compris qu'à cette époque, eh bien, c'était déjà compliqué. Mais quand vous écoutiez la plupart des analystes de la gauche ou de la droite, même les nationalistes, eh bien beaucoup défendaient le régime de Bachar al-Assad parce qu'il il est en général laïque. Eh bien, en fait, on vous disait que en fait le régime tenait bon malgré les attaques et il était toujours là. Alors qu'en fait, le régime était vraiment dans une situation désastreuse d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue financier. Enfin, le pays était déjà en banqueroute depuis longtemps. Et il ne tenait en fait que par un fil. Et d'autant plus que au gouvernement dans ce pays, eh bien c'est une minorité, donc les Alaouites, qui ne représentent peut-être que 10% de la population. Donc en fait, tous les éléments étaient faits pour que ça ne tienne pas. Et si ça a tenu jusque-là, c'est déjà assez étonnant. Et moi, plutôt que de vous parler de ça, de ce qui va se passer, du nouveau régime en place, je pense que je vais pas, encore une fois, parler de choses qui me dépassent. Je voudrais plutôt essayer de discuter avec vous de ce changement rapide, imprévisible, et de ce que ça peut nous apprendre, nous, en tant que salariés, qui essayons de nous en sortir, de développer notre indépendance. Alors ce qu'on sait sur la Syrie, c'est que la Syrie, justement, n'avait plus aucune indépendance. Ce régime, en fait, il était sous embargo. Et du coup, comme il était sous embargo, les gens, en fait, ils gagnent peut-être 40, 30, 40, 50 euros par mois. Donc ça, déjà, ça veut dire que les gens ne peuvent pas survivre avec cette somme-là. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi le régime s'est effondré. Personne n'était là pour le soutenir. Pourquoi? Parce que le régime n'a pas réussi à s'occuper de sa population, à prendre soin de sa population. Même un régime qui est autoritaire, si les gens ont de quoi manger, si les gens ont un travail et peuvent vivre correctement, dignement, eh bien ils ne vont pas se révolter. Mais là, en fait, les gens, autant ils avaient peur de se révolter, autant ils n'étaient pas non plus prêts à mourir pour ce régime. Donc, le pays n'arrivait pas à subvenir aux besoins de sa population. La deuxième chose, c'est que militairement, ce pays n'avait plus aucune indépendance non plus, puisque militairement, il était dépendant de l'aide de l'Iran, du Hezbollah, et puis de l'aide de la Russie. Ça veut dire que sans ces deux pays, eh bien, la Syrie se serait déjà effondrée. Donc, on a un pays qui, en fait, n'a plus aucune souveraineté, n'a plus aucune indépendance. Un pays comme ça, évidemment, au moindre soubresaut, eh bien, il va s'effondrer. Et je voudrais donc plutôt te poser la question à toi qui regarde cette vidéo. Est-ce que toi, quelque part, tu ne seras pas dans cette même situation de dépendance? À savoir que tu es dépendant de ton employeur, que tu es dépendant souvent, en tout cas partiellement, des aides de l'État. Et que va-t-il se passer si un jour, si demain, tu perds ton boulot, si un jour, si demain, l'État il fait banqueroute, parce que la situation de la France, on en a déjà parlé en long, en large et en travers, si tu es un petit peu informé, tu sais que la France, par exemple, récemment, à un moment donné, son taux d'emprunt, donc sur le marché obligataire, il était devenu
plus élevé que celui de la Grèce. C'est-à-dire que le marché estimait que la France était dans une situation limite pire que celle de la Grèce. Et heureusement, en fait, c'est la BCE qui a volé au secours de la France en rachetant des obligations françaises qui a permis de réduire les taux. Donc en fait, la France aussi en fait survit sous perfusion, survit grâce au crédit et grâce à la dette. La France aujourd'hui ne produit plus assez de richesses pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Sans l'endettement massif, donc, et ce qui est dur à entendre, c'est que la plupart des gouvernements qui se sont succédés depuis une génération en fait n'ont fait que creuser un peu plus cette dette. Et même Emmanuel Macron, qui prétendument venait du monde de la finance et qui était censé équilibrer les dépenses et le trésor français, en fait, n'a fait que creuser. Il a augmenté, mais il a augmenté, mais d'une manière qui n'avait jamais été réalisée, l'endettement de la France. Donc on est dans une situation qui paraît insoluble, un petit peu comme celle de la France de Louis XVI, où on est dans un système en vérité qui est déjà en banqueroute, qui ne fonctionne plus, qui est complètement incapable de se réformer, et qui, plutôt que de se réformer, en fait, continue à s'endetter pour pouvoir donner l'illusion que tout va bien. Alors, la Syrie de Bachar al-Assad, elle n'avait pas la même chance que la France. Elle ne pouvait pas s'endetter auprès des marchés. Donc, c'est pourquoi, en fait, la Syrie s'est effondrée. Mais à un moment donné, cette situation, elle va arriver aussi à la France. C'est quelque chose qui, à un moment donné, la France, elle va devoir affronter cette dure réalité. Et à ce moment-là, les choses vont aller très mal. Alors évidemment, un peu comme la Russie de Bachar al-Assad, on savait que le pays était en banqueroute, que le pays était en faillite, que le pays était complètement dépendant de puissances étrangères, un peu comme la France, mais personne ne savait quand ça allait arriver. Ce qu'on savait, c'était que c'était inéluctable. Alors la France, c'est pareil, on ne sait pas quand ça va arriver. Ça va arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est en réalité inéluctable. Il se prépare une crise qui va être énorme, et d'ailleurs ça va peut-être pas toucher que la France, mais la France sera parmi les premières grandes puissances qui vont devoir en fait faire face à cette crise, et à mon avis ça va être extrêmement dur pour l'ensemble de la population, française. Et donc toi, face à ça, eh bien, soit tu attends cette crise et tu continues à faire comme si de rien n'était. Un petit peu comme Bachar al-Assad, il attendait et puis comme si de rien n'était, jusqu'à ce que les choses arrivent, ou bien tu tentes de réagir. Aujourd'hui, à mon avis, la meilleure stratégie, c'est de commencer à réfléchir à comment tu peux faire. J'ai déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle « C'est quoi ton plan B ?» Comment est-ce que tu peux faire pour te préparer et pour ne plus être dépendant de l'État et de ton entreprise. Si l'entreprise demain, elle met la clé sous la porte, elle est obligée de te licencier, elle est obligée de se séparer de toi, comment tu feras? Alors ça peut te paraître lointain, hein, tu peux te dire non mais ça n'arrivera pas, je suis dans une bonne boîte et machin bidule. Tu peux continuer à te dire ça, il n'y a pas de souci. Ou alors tu peux commencer à préparer ton plan B. À mon avis, les choses à faire, il y en a 3 à faire en urgence. La première, c'est essayer d'augmenter tes revenus. Et je l'ai déjà dit, en fait, beaucoup d'entre vous, vous avez une richesse, c'est vos compétences et c'est vos connaissances. Aujourd'hui, on est dans une économie de la connaissance. Donc, ça veut dire que tu dois apprendre à te former pour monétiser ces connaissances. Si tu es enseignant, tu peux monétiser tes connaissances. Si tu es ingénieur, tu peux monétiser tes connaissances. Si tu es médecin, tu peux monétiser tes connaissances. Si tu es infirmier ou infirmière, tu peux monétiser tes connaissances. Si tu es avocat, tu peux monétiser tes connaissances. Si tu es notaire, tu peux monétiser tes connaissances. Il y a énormément de moyens grâce au web pour faire des formations, créer une chaîne YouTube et de manière à former les autres, et les gens sont prêts à payer pour ça. D'accord? Et tu n'as pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés, tu as besoin d'avoir quelques milliers d'abonnés, et ça, c'est pas trop difficile à faire en théorie pour pouvoir, moi j'arrive à le faire en plus
d'un travail. Donc, si je suis capable de le faire sachant que je ne suis pas particulièrement doué, bah, tu en es tout à fait capable. Et ça peut clairement être un démarrage et un coup de pouce. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as une communauté et tu as des gens qui te suivent et tu as des clients qui sont réguliers, eh bien, en fait, même si à un moment donné tu perds ton boulot, ou même si tu as envie de changer ou tu as envie d'évoluer, eh bien, tu peux quand même compter sur cette communauté pour continuer à vendre tes formations. Donc ça, c'est une première opportunité et qui est unique, et c'est grâce à Internet. La deuxième chose que tu dois faire, c'est une fois que tu as augmenté tes revenus, ou là déjà, si tu as des revenus suffisants, il faut que tu parviennes à avoir un capital de secours. Il te faut une épargne de secours. Cette épargne, en général, on dit qu'elle doit être entre 6 à 8 mois de salaire. C'est-à-dire que je dirais autour de 15 à 20 000 euros que tu dois avoir de côté. Ça, tu ne dois pas y toucher parce que ça doit te préparer pour en cas d'incident, en cas d'imprévu. Imprévu qui, je te le répète, arrivera. Et puisque c'est un imprévu, on peut pas essayer ne cherche même pas à essayer de savoir quand est-ce que ça va arriver. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça sera soudain et ce sera brutal. Et personne, aucun analyste, aucun économiste, aucun youtubeur, ni même moi, ne sommes capables de te dire quand ça arrivera. Donc, il faut cette épargne. Et idéalement, cette épargne, elle ne doit pas être en euros. Tu peux la mettre en dollars, tu peux la mettre en francs suisses. Tu peux choisir une monnaie qui est solide et qui est décorrélée de l'euro parce que lorsque la France elle va être dans une crise grave, un petit peu comme la Grèce, eh bien l'Italie aussi, ça va être le même cas. Et à un moment donné, l'euro va forcément s'effondrer. D'accord? Ça t'empêche pas d'avoir des euros, mais il faut pas que tu aies que des euros. Ça peut être aussi de l'or, par exemple. La troisième chose que tu dois faire, c'est essayer, une fois que tu as fait ça, c'est de commencer à investir sur les marchés. Aujourd'hui, on sait que 50% des actions américaines, elles sont détenues par 1% des Américains, les 1% les plus riches. Alors pose-toi la question, pourquoi les 1% les plus riches investissent autant et si massivement en bourse? C'est tout simplement parce que je l'ai déjà expliqué, la bourse, ça reste encore un moyen sûr. Ça reste un moyen sur le long terme, je te parle. Il ne faut pas faire du trading. Il faut investir sur le long terme dans de très grosses entreprises parce que les très grosses entreprises, elles sont hyper résilientes. Elles ont des fluctuations, elles ont des hausses, elles ont des baisses. Mais globalement, on le sait, en fait, elles ont une croissance qui continue. Pourquoi? Parce que le propre problème de l'économie capitaliste, eh bien, c'est l'enrichissement continu et c'est le fait de faire continuellement des bénéfices. Et si demain, eh bien, il y a une énorme crise et que, par exemple, on l'a vu avec les licenciements de Michelin, eh bien, les entreprises, elles vont d'abord sacrifier les employés pour préserver leur marge et pour préserver leurs bénéfices. Donc, les entreprises, il y aura des crises, mais ces entreprises, les très, très grosses entreprises, en fait, elles se sépareront de leurs employés, mais elles protégeront leurs investisseurs. Ça, c'est une des règles aussi dans le capitalisme moderne. Et comme tu sais, j'ai créé une formation, j'ai lancé une formation qui s'appelle la bourse éthique pour tous ceux qui souhaitent apprendre à investir en bourse de manière éthique, et c'est tout à fait possible, ou pour les musulmans qui souhaitent investir en bourse sans renier leurs convictions religieuses. Donc c'est tout à fait possible, mais il y a une stratégie qui est particulière. Et donc si ça t'intéresse, tu trouveras le lien en dessous.